bon Dieu, moi qui béni. Jeudi, c'est un grand jour. Et mariage, c'est pas un jet, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail, bon Dieu. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission L'homme et la femme, une véritable mission. Ce soir, je vais vous parler du langage d'amour. Connaissez-vous le langage d'amour de votre conjoint? Si oui, gloire à Dieu. Sinon, j'espère que ce soir, vous serez édifiés par ce qui se dira ce soir en ce lieu. Et je suis en compagnie du pasteur Étienne, que vous connaissez déjà puisque vous l'avez vu dernièrement sur notre plateau et qui parlait donc du lit conjugal. Bonsoir pasteur. Bonsoir, moi. Comment allez-vous depuis la dernière fois? Très bien, quand même. Voilà, ça va, merci, je me porte bien aussi. Donc la dernière fois, nous avons parlé du lit conjugal. Oui, Et ce soir, nous allons parler du langage d'amour. absolument. Donc voilà, ma première question pour entrer dans le vif du sujet est: qu'est-ce qu'est un langage d'amour? Bien, alors ça c'est une très très bonne question. Alors, on a, en tant qu'être humain, on a, comme à l'image de Dieu, la faculté de parole, la faculté de s'exprimer. Mais on dit aussi que un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Donc, tout ça veut dire qu'en fait, on a plusieurs moyens d'exprimer une pensée, d'exprimer un sentiment, sans pour autant le dire avec des mots. Quand les petits, quand nos enfants font une chute, se blessent et courent dans nos bras, les mots n'ont pas beaucoup de signification. Ce qui va parler, c'est le fait de prendre l'enfant dans les bras, de le cajoler, de l'apaiser en lui frottant doucement le dos, des choses comme ça. Donc, voilà, c'est plutôt non-verbal, quoi. un langage non-verbal, oui, mais un langage qui communique quelque chose de très très précis. Donc, ça s'exprime en une quantité de choses, les petites attentions, les petits gestes, les sourires, le fait d'être attentif à l'autre et à sa façon de capter. Parce qu'au même titre qu'on a plusieurs façons de s'exprimer, la personne en face de nous a aussi une réceptivité qui peut être bonne ou moins bonne, selon les expériences du passé. Et donc, dans certains cas, un toucher sera mal perçu, tandis qu'un sourire sera très très bien accueilli. Donc tout ça, c'est des éléments qu'il nous faut apprendre à connaître, et il faut un petit peu apprivoiser l'autre. Oui, mais comment, par exemple, identifier, comment quelqu'un, ou moi, par exemple, je peux identifier mon propre langage d'amour? Parce que on a parlé tout à l'heure, il y a un instant, vous avez parlé du toucher. On peut toucher quelqu'un, mais qui va peut-être être un peu, comment dire, qui va se rétracter. Tout à fait. Et comment savoir, avant, en fait, de poser cet acte par rapport à l'autre, comment une personne peut identifier ses langages d'amour pour lui-même d'abord? Savoir que telle ou telle chose est appropriée ou non. Voilà. Je dirais que la première chose, avant de parler ou avant de communiquer, que ce soit en langage non verbal ou en mots, c'est d'être certain des sentiments qui nous animent. Si quelque part on est vraiment rempli d'amour pour l'individu, pour la personne, même si on commet des gaffes dans le sens de, par exemple, faire quelque chose qui va être inadapté pour la personne, le fait de se sentir aimé vraiment fera passer la chose, fera passer le message et fera passer la gaffe aussi. Tandis que si on essaye simplement de jouer un rôle, en règle générale, les personnes perçoivent ça instantanément. Et du coup, même si on joue un rôle qui est parfait, qui est selon les règles, la personne s'apercevra qu'en fait, ce n'est qu'un rôle qu'on se donne.
et qu'il n'y ait aucune vérité là-dedans. Donc je dirais la première chose, c'est de s'assurer que les motivations qui sont dans nos cœurs soient vraiment l'amour. Ok. Et qu'on n'essaye pas, par exemple, d'acheter la personne. Oui, mais ça c'est vrai. Mais comment est-ce que, par exemple, est-ce que c'est d'emblée, toutes les personnes connaissent d'emblée leur sensibilité par rapport au langage d'amour qui leur est propre, ou bien c'est des choses qu'ils peuvent découvrir? Alors, il y a d'office des choses qu'avec le temps, on a appris, et on sait très bien que certaines choses, on l'accepte bien, d'autres, on s'en méfie, et certaines choses, on ne l'accepte absolument pas. Déjà, d'emblée, c'est l'expérience qui fait ça. Maintenant, il y a des grandes lignes générales de pensée qui font qu'un homme et une femme ont des capteurs différemment, on va dire, réglés. Par exemple, un homme va être beaucoup plus sensible à ce qu'il voit, alors qu'une femme va être beaucoup plus sensible aux attentions, aux petits gestes, des choses délicates, discrètes, mais des choses qui marquent une attention. Par exemple, quelqu'un qui lui ouvre la porte pour la laisser passer, quelqu'un qui va prendre le sac, quelqu'un qui va lui mettre le manteau, c'est des petites attentions qui va amener un café. Voilà, ce genre de choses va toucher beaucoup plus une femme que pour un homme, par exemple. Ce genre de geste, il n'y verra même pas, il ne verra même pas, il ne percevra même pas. Par contre, la tenue, l'apparence de la femme, son sourire, sa réaction, sont autant de choses qui vont lui parler, qui vont l'attirer, beaucoup plus que la personne n'en est consciente elle-même. C'est donc, est-ce que c'est important alors, dans le couple, de connaître le langage d'amour de son conjoint? C'est essentiel. C'est essentiel parce que sinon, ce qui arrive, et ça arrive très très souvent dans beaucoup de couples, on communique, mais on parle deux langues différentes. Oui. Avec les mêmes mots, on parle deux langages différents. Et on s'aperçoit qu'en disant les mêmes mots, on n'arrive pas à se comprendre l'un l'autre. Et donc, que doivent-ils faire pour dépasser cette étape-là, donc arriver à comprendre chacun le langage de l'autre? Déjà, encore une fois, quand on aime une personne, on va a priori veiller à lui faire plaisir. C'est l'expérience, le fait de cheminer avec quelqu'un qui fait qu'on sait, tiens, elle aime le chocolat, je parle de ma femme, donc elle aime le chocolat, elle aime les fleurs, elle aime qu'on soit tout simplement attentif. Est-ce que ça va? Je peux faire quelque chose? Ce genre de choses, moi je sais que ça marche. Donc forcément, si je veux quelque part qu'elle soit heureuse, ben, je dois parler son langage. D'accord? Oui, tout à fait. Je dois parler Nadine. On s'exprime tous les deux en français, mais il faut que je parle Nadine. L'extraordinaire avec Dieu, c'est qu'il est capable de parler les 7 milliards de langues qui sont sur la terre. Parce que autant d'individus nous sommes, autant nous avons des langages et des sensibilités différentes. Donc, si on ne fait pas l'effort d'observer, de voir ce qui touche ou ce qui blesse, on va effectivement parler. Donc, dans le quotidien, dans un couple, il est donc important que chacun, donc aussi bien le couple que l'épouse, uniquement un manuel de pouvoir de faire attention à son conjoint, enfin aux choses qui sont, on va dire, sensibles à l'un ou à l'autre. Vous avez parlé tout à l'heure donc de votre épouse qui aime le chocolat. Donc j'imagine que vous lui achetez régulièrement du chocolat. Non, parce que c'est pas très bon pour elle. Ok, d'accord. J'espère qu'elle aime autre chose que le chocolat, parce que sinon elle ne va pas en avoir beaucoup. Mais elle est sensible aux cadeaux, par exemple. Tout à fait. Parce que moi, je sais qu'il y a des femmes,
allez, il y a des femmes, en général, les femmes aiment les cadeaux, mais toutes les femmes n'aiment pas forcément de fleurs, par Oui, exemple. absolument. Donc, on peut commettre des impairs. On se dit, oui, un homme s'est dit, je vais ramener pour ma femme de fleurs, alors que ça ne lui dit absolument rien. Et alors, il peut y avoir une incompréhension. Absolument. Parce que l'un a ramené des fleurs pensant faire du bien, l'autre a reçu des fleurs mais en râlant. Et puis, alors, incompréhension, il s'est dit chacun, mais j'ai quand même fait ce qu'il fallait. Et l'autre qui dit, mais non, t'as pas fait ce qu'il fallait. J'aime pas les fleurs. Pourquoi tu me ramènes des fleurs? Et donc, donc cette incompréhension s'installe du fait que l'un comme l'autre n'a pas pris le temps, ou bien alors la femme ne s'était peut-être pas s'exprimer. Est-ce que ce n'est peut-être pas, c'est peut-être mieux que la femme dise elle-même, pardon, que j'aime telle ou telle chose, et que ce n'est pas toujours au mari de deviner. Enfin, quoique, après un certain temps, je pense que le mari doit être capable quand même de connaître certaines choses, ou l'épouse aussi connaître ce qu'il faut par rapport à son mari. Mais la réalité fait quand même que dans beaucoup de couples, malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Tout à fait. C'est vraiment deux langages différents. L'un parle chinois, l'autre parle, je sais pas, portugais. Alors qu'ils emploient les mêmes mots, mais ça ne passe pas. Comment, comment aider, comment remédier? Est-ce que, donc la démarche, c'est vraiment la femme ou l'homme doit lui s'exprimer pour dire ce qu'il aime, à 50% par exemple, et que l'autre en face, donc le partenaire en face, lui, observe aussi à 50%, et que les deux fassent que on connaît mieux le langage d'amour de son partenaire ou de son conjoint. Dans une relation affective, dans un couple, déjà, il faut comprendre qu'au départ, on a une période qu'on appelle les fiançailles, et qui est censée justement paramétrer notre compréhension et notre langage. C'est dans cette période-là que quelque part, on a l'écolage du langage de l'autre. Bon, malheureusement, c'est pas nécessairement à ça que ça sert. On ne se sert pas de cette période de fiançailles pour ça. On fait des tas d'autres choses, mais pas nécessairement ça. Et donc, on gâche souvent cette période qu'on doit de toute façon réapprendre après. Les Hébreux ont une façon assez particulière de gérer le problème. Par exemple, dans la période de fiançailles, la dernière année des fiançailles, pas tous, mais certaines familles font un échange standard. Je ne parle pas d'échangisme ici, hein, je précise. Mais les deux fiancés s'échangent en fait leur famille réciproque. Donc la jeune fille, pendant une année. Vraiment? Oui. Et donc la jeune fille va habiter dans la famille du futur marié, et puis inversement. Oui. Et à quoi ça sert? Tout simplement, ça permettra aux deux conjoints de décoder les réactions que l'autre va avoir. Il réagit comme ça parce que la maman hurle tout le temps, et que quelque part, la seule façon qu'il a d'être tranquille, c'est de se taire et de ne jamais réagir. Ou alors c'est d'élever la voix d'autant plus et d'essayer de monter le ton pour que l'autre se taise. C'est une bonne idée de faire cet échange en fait. Ça permet, encore une fois, de comprendre pourquoi l'autre réagit comme il réagit. Mais quand on n'a pas la possibilité d'aller vivre dans sa future belle famille... et des fois, c'est même pas conseillé. Des fois, c'est même pas conseillé. Parce que dans certains cas, par exemple, le futur conjoint ou la future conjointe provient d'un milieu pas du tout chrétien, ça peut être une très très mauvaise expérience. Je parlais là de deux familles qui marchent avec Dieu et qui quelque part veulent optimiser la relation de leurs enfants. Voilà, je parlais d'un cadre, on va dire, privilégié. Maintenant, ce n'est pas toujours possible. Hein. Et donc, ce qu'il faudra faire, c'est que il faudra essayer de communiquer. Alors, en disant ça, c'est
pas des choses qu'on a immédiatement nous-mêmes mis en place. On a dû découvrir, on a dû faire des erreurs, on a dû faire des gaffes. Oui. Et dans le deuxième livre qu'on a écrit sur le sujet du couple, on a établi une petite grille en fait. Oui. Et donc régulièrement on essaye de prendre un temps hors de la maison, que ce soit quelques heures ou si on le peut, d'aller passer un jour ou une nuit quelque part. Et là, de franchement mettre les cartes sur table. Tiens, comment est-ce que... Donc, votre épouse et vous. Voilà, ouais. Ok. Donc, tiens, et alors on a des sujets, tiens, la fois passée, on avait discuté de ça. Tu penses que ça va mieux? Oui, ça va mieux, non, ça va pas mieux. Et donc, ça nous permet aussi de quelque part voir qu'on ne se fait pas des illusions sur notre façon de fonctionner, mais qu'on est à l'écoute de l'autre. Oui, ça permet de voir aussi où vous en êtes en fait. Finalement. Absolument. Chacun, parce qu'on n'est pas, allez, projeter des sentiments parfois que on pense que l'autre a mais qu'il n'a pas, et vice versa. Donc c'est un moment important. Très important. Je dirais que c'est quelque chose que tous les couples devraient faire. Peu importe leur année de mariage, qu'ils aient 6 mois de mariage ou qu'ils aient 60 ans de mariage, c'est des choses qui sont importantes. C'est aussi une autre chose qui est importante au niveau du dialogue, c'est de pouvoir reformuler. C'est-à-dire... C'est la base même de la communication. S'assurer que l'autre a compris ce qu'on pensait qu'il a compris. a bien compris ce que l'émetteur a dit. Voilà. C'est comique que tout en sachant le principe, on le mette si peu en pratique. Oui, c'est vrai. Et je parle pour moi, hein. Je ne suis pas en train de faire le procès de qui que ce soit, si ce n'est le mien. Donc, on croit connaître l'autre, et c'est vrai qu'on le connaît, hein, c'est sûr, mais quelquefois on anticipe, on hypothèque, et on se dit, mais oui, bah, c'est ce qu'elle a voulu dire, ou c'est ce qu'il a voulu dire. Et on s'aperçoit en fait que c'est pas tout à fait, des fois c'est pas du tout ce que la personne a dit. Et du coup on est parti sur un chemin, sur une voie de garage, alors que si on reformule, on repose la question à dire, écoute, j'ai compris ça, mais est-ce que j'ai bien compris? Ben non, pas du tout, voilà. Donc ça aide à éviter les incompréhensions qui s'enracinent. Voilà. Donc le dialogue est donc important pour pouvoir décoder le langage d'amour de son partenaire. Est-ce qu'on peut imposer son langage d'amour à son partenaire? Certainement pas. Certainement pas. Disons qu'on a... certainement pas, mais pour que ça fonctionne, voilà. Si, je ne sais pas moi, si une épouse aime bien qu'on lui offre des parfums parce que ça lui fait un grand bien, et que le mari ne le fait pas... Alors, on ne peut pas l'imposer, mais quelqu'un qui aime cherchera naturellement à faire plaisir. Bon, maintenant, on parle d'une situation idéale. Si on ne peut pas acheter des parfums de marque qui coûtent très cher, de nouveau, c'est l'attention qui va faire que la personne sera touchée, qu'elle sera heureuse. Il vaut mieux, j'espère que les douanes ne m'entendront pas, mais avoir une bonne copie de parfum que d'acheter un vrai si on n'en a pas les moyens. Il faut aussi, quand on parle de vivre dans la vérité, c'est pas nécessairement de dire ce qui est vrai, mais de vivre ce qui est vrai. Donc, de ne pas avoir, par exemple, une façon de fonctionner qui n'est pas en rapport avec nos moyens. On parlait du chocolat tout à l'heure. Alors, je sais effectivement que Nadine aime le chocolat, mais les dernières années, les chocolatiers, je ne sais pas s'ils ont pensé à elle, mais ont sorti des toutes petites plaquettes de chocolat. C'est minuscule, ça fait 2-3 grammes, je crois. Et donc, par exemple, si je vais boire un café quelque part, je garde toujours le biscuit ou le chocolat. D'accord. Et quand je rentre, je lui mets sur son ordinateur, je lui mets le petit chocolat. Ah, c'est gentil, voilà. Ça. C'est mignon. C'est pas extraordinaire, je lui ai pas acheté 50 € de praline, parce que ce serait de toute façon pas bon pour elle, mais elle voit par ce petit geste que j'ai pensé à elle. Oui. Voilà,
Et inversement, hein, bon, moi je préfère le salé que le fait, sucré, voilà, donc les langages d'amour, c'est vraiment manifester à son conjoint, allez, qu'on l'apprécie, qu'on l'aime. Et qu'on est attentif à ce qu'il aime. Oui, donc tout à fait. Ouais. Par des petits gestes. Donc, comme on l'a dit, c'est pas forcément que des cadeaux. Ça peut être, comme vous avez dit, elle aime les chocolats. Je trouve un chocolat quelque part. Je sais que ça lui fera plaisir. Voilà. Je lui ramène ces chocolats. C'est vraiment l'attention qui fait qu'elle va apprécier ce qui a été donné, parce que ce soit grand ou petit, finalement. Et c'est comme ça que la personne peut se sentir aimée. Parce que parfois, je pense que, allez, dans le couple où il n'y a pas vraiment, où le langage d'amour n'est pas toujours exprimé, je pense que parfois, ça peut frustrer dans le sens où il arrive parfois que vous aimez bien sûr, mais un des conjoints n'arrive pas toujours à exprimer cet amour, donc du coup, celui qui est en face a l'impression qu'on ne l'aime pas. Tout à fait. Un truc typique, par exemple. En général, les femmes apprécient qu'on leur dise qu'on les aime. Et les hommes ont beaucoup de mal à dire ça. Parce qu'ils n'y pensent pas, parce que ça ne fait pas trop partie de des choses qu'ils font. Donc, quand, par exemple, une femme dit à son mari « je t'aime », elle attend la réponse « je t'aime aussi ». Mais nous, on se contente de « moi aussi ». On ne dit pas « je t'aime aussi ». Bon, c'est des choses que j'ai dû apprendre. Au bout de 200 fois, on commence à comprendre et à se rappeler que les 3 mots avant sont importants. Voilà, on apprend à les dire. Puis des fois, on peut juste le marquer, un petit bout de papier, calé. Pourquoi est-ce que d'ailleurs, puisque vous parlez de ça, mais pourquoi est-ce que c'est si difficile pour un homme de dire à son épouse simplement je l'aime, enfin je t'aime Parce que l'homme, je pense, a une... Mais c'est tout à fait... ce n'est pas justifié. Il essaye de garder une certaine retenue, une certaine présentation. Et il a l'impression, et de nouveau c'est faux, il a l'impression de perdre cette prestance peut-être, ou cette aura, en s'abaissant. Et je dis c'est tout à fait faux. En s'abaissant, en disant je t'aime. On est quand même, l'homme est quand même face à la personne qu'il aime, le plus, j'imagine en tout cas. Et donc, du coup, il doit baisser quand même... Baisser la garde. Baisser la garde, oui, voilà. Et être totalement libre. Oui. Mais on a peur, en général les hommes ont très très peur d'être vulnérables. Et c'est pour ça qu'il y a cette retenue qui fait que, bon, quelquefois, on n'exprime pas suffisamment au goût de nos épouses, ou de notre épouse, pour être tout à fait clair, on n'exprime pas suffisamment le fait qu'on l'aime. Ça c'est vrai, c'est un tort, et il faut remédier à ça. Hein. Encourager alors nos hommes, les hommes... Alors messieurs, n'hésitez pas à dire à vos épouses, à votre épouse. Oui, non. Votre épouse. Une seule épouse, pas plus. Chaque homme, une femme, un mari. Un homme, une femme. Donc on est bien clair sur le sujet, donc n'hésitez certainement pas à lui dire que vous l'aimez, n'hésitez pas à le lui montrer, n'hésitez pas à le lui manifester par des gestes que vous aurez appris qu'elle apprécie. Et puis vous ferez des erreurs, mais c'est pas bien grave. Vous avez tout le restant de la vie pour corriger ces erreurs, pour lui demander pardon. Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Dans la relation d'amour, c'est de pouvoir dire « je suis désolé, je me suis trompé, excuse-moi ». C'est important parce que c'est une remise à niveau de nos ressentis. Sinon, malheureusement, on construit des fichiers, on construit quelque part des dossiers, et ces dossiers, on va se les jeter à la figure l'un de l'autre au moment où, pour une raison qui n'en vaut jamais la peine, il y aura l'occasion de vider son sac, comme on dit. Et puis voilà, on
balance le dossier parce qu'on a oublié de pardonner. Ok, donc j'ai une dernière question pour ce soir. Est-ce que les langages d'amour est donc essentiel pour bâtir une relation de couple épanouie? C'est vital. S'il n'y a pas de relation, s'il n'y a pas de communication, si on n'a pas appris à parler en des termes qui sont compris comme autant de langage d'amour par notre conjoint, on ne construira rien. On va tout simplement avoir l'impression d'avoir une vie à deux, mais on n'aura pas plus de communion avec notre épouse que les personnes qui empruntent les transports en commun. On voyagera ensemble, mais séparément. Très bien. Et Dieu ne nous a pas demandé de bâtir des tours d'ivoire, il nous a demandé de cheminer ensemble, ce qui est très différent. Voilà ce qui est dit. Donc moi je dirais ce soir, pour ceux qui ne connaissent pas les langages d'amour de leur conjoint, comme le pasteur l'a dit à un moment donné, il se met toujours, en tout cas il essaie de se mettre à part avec son épouse pour pouvoir faire le point. Moi je vous demande aussi ce soir, si vous avez le temps, prenez au moins le temps de vous mettre ensemble. Chacun à son tour peut écrire sur une feuille, voilà mon langage d'amour. Et essayez de voir, d'écrire aussi ce qui pour vous pourrait être les langages d'amour de votre conjoint. Et puis échangez-vous les feuilles, juste pour voir si vous parlez le même langage déjà, si vous êtes sur la même longueur d'onde. Donc je retiens ce soir que le langage d'amour est quelque chose de vital pour un couple et que ça permet de remplir son réservoir d'amour pour que son réservoir d'amour de façon à ce que cela permette à votre amour de durer et que vous puissiez par la suite l'utiliser au moment où vous aurez des épreuves, parce que ça va être vraiment quelque chose qui va vous aider à aller au-delà. Merci, Pasteur Étienne, d'être venu ce soir. Merci de votre fidélité. Merci au frère Papy qui est à la caméra. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Bye bye. Merci. Bon Dieu, moi qu'a béni. Jeudi, c'est un grand jour. Les mariages, c'est pas un jeu, c'est un bagage sérieux. Le mariage est sacré et c'est travail, bon Dieu. C'est un bagage divin, c'est Dieu qui créait. Nous qu'a béni, bon Dieu, pour tout ça il fait, bah nous.